Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présenté par Aurélie Véron. Le mardi 9 juin à Agen Agora était organisée la journée au village du bien vieillir, une journée organisée par Regain Coordination. Alors pour présenter cet événement, j'ai avec moi le directeur qui s'appelle Stéphane Railo. Bonjour Stéphane, on va commencer par le début. Pourquoi cette journée organisée par Regain Coordination ? Alors bonjour, alors pourquoi cette journée ? Donc c'est la deuxième édition d'une journée du bien vieillir. L'objectif c'était de créer un événement à partir des besoins des aidants. Donc nous les avons associés dans la construction du programme de la journée. Et le but c'est de proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire on n'est pas là pour venir chercher uniquement de l'information, mais plutôt dans l'objectif de changer l'approche dans le cadre d'un accompagnement préventif. Rappelez-nous les aidants, comment est-ce qu'on peut les définir ? Ce sont qui ? Alors les aidants, par définition, ce sont ceux qui accompagnent quotidiennement et de manière bénévole une personne en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Donc aujourd'hui, il y a des animations proposées, il y a aussi des exposants. Donc déjà, qui sont ces exposants ? Alors en fait, on a essayé de solliciter nos partenaires qui étaient en capacité de proposer des ateliers. L'objectif, et ce qu'on leur a dit, c'est leur donner envie d'avoir envie au niveau des personnes. C'est être en capacité, nous, d'avoir des données probantes sur le fait de savoir si les personnes sont prêtes ou pas à changer leur quotidien, leur approche par rapport à la prévention. Donc nous avions des partenaires sur la thématique de la santé de la prévention, sur l'habitat, sur le numérique. On avait aussi des institutionnels qui sont sollicités notamment pour l'ouverture de droits. On avait aussi un temps sur le répit avec la maison des aidants. Donc de nombreux partenaires. Nous sommes à peu près 60 professionnels aujourd'hui sur le stand, et avec un temps fort qui était une conférence sur les fragilités qui avait lieu cet après-midi, animée par Eric Fortanet, donc un collègue directeur du 64. Bien vieillir, c'est un terme, je pense qu'on pourrait presque l'utiliser tout au long de sa vie, puisque dès qu'on parle de prévention, ça permet aussi de bien vieillir. À quoi il faut être attentif à partir d'un certain âge ? Déjà, à partir d'un certain âge, de quel âge il faut se poser les questions ? Alors, le bien vieillir est souvent associé à un âge, notamment de 60 ans. Donc souvent les personnes de 60 ans ne se sentent pas forcément concernées par le bien vieillir, et de manière générale, on peut le voir au niveau national, on est plus dans une politique curative que préventive. Donc le but également, c'est de démontrer que nous pouvons être aussi acteurs de notre vieillissement par rapport à des pratiques, notamment sur les activités physiques, sur la nutrition, sur également des dépistages auditifs visuels qui peuvent faire basculer dans l'isolement, les repérages de fragilité. Il y a plein de choses qui peuvent en tout cas faciliter l'évolution de ce vieillissement, ou au moins ralentir les effets de ce vieillissement. On a du mal à assumer en général, justement. Il y a une forme de déni dans ces fragilités quand elles apparaissent. Alors, il y en a qui sont dans le déni, d'autres non. On a des consommateurs réguliers d'actions de prévention, mais c'est ce qu'on retrouve souvent, en fait, c'est les plus dynamiques. Le but, c'est d'essayer d'aller capter les invisibles, c'est-à-dire que ceux qu'on découvre quand ils ont basculé dans la dépendance. Et nous, là, l'objectif, c'est d'essayer d'agir tant que les personnes sont, on va dire, robustes ou fragiles, à minima, mais essayer d'anticiper un petit peu cet éventuel passage à la dépendance. C'est pour ça que le terme des aidants, organiser cette journée selon les besoins des aidants, c'est aussi important, parce que c'est eux souvent, ce sont les proches qui constatent
Oui, complètement. En fait, nous, on part du principe que les personnes qui sont concernées sont les plus à même de savoir de quoi ils ont besoin au quotidien. Je donne un exemple qui est très marquant. Sur la première édition, lorsqu'on choisissait les intervenants, il y avait la possibilité du 31-14. 31-14, donc, c'est la prévention du risque suicidaire. C'est pas le stand qui, a priori, en tout cas le partenaire qui, a priori, va mobiliser le plus de personnes. Et bien, on a eu un consensus de la part des aidants sur leur présence et on avait plus de 50 personnes sur la première édition qui se sont arrêtées à ce stand. Justement, rappelons-le, cette journée au village du Bienveillir, c'est la seconde édition. Est-ce qu'il y a eu des grands changements par rapport à la première ou justement, comme ça avait bien fonctionné, vous avez repris les mêmes partenaires et le même fonctionnement ? Alors oui, il y a eu un ajustement important suite au succès de la première édition. Déjà, l'espace forum est plus important parce qu'on est passé de 200 à 900 mètres carrés. Avec finalement l'inconvénient aussi de se dire qu'à flux équivalent, on a l'impression que c'est vide. C'est sûr que lorsqu'on a un espace 4 fois plus grand, pour avoir la même impression, il aurait fallu 4 fois plus de personnes, c'est pas le cas. Et ce qui est le plus marquant également, c'est que la première édition, on avait eu un ciné-débat qui avait vraiment amené beaucoup de monde sur cet aspect-là. Là, on n'avait pas de possibilité, on l'a remplacé par une conférence et la conférence a moins mobilisé en tout cas de visiteurs. Les partenaires ont invité aussi leurs adhérents, ont fait aussi appel à leurs contacts pour faire venir des personnes ? Oui, on a des partenaires essentiels comme l'ACEPT, la CARSAT, la MSA, Agir Carco qui ont envoyé des invitations individuelles. Donc on est à plus de 8000 invitations individuelles qui sont parties. Alors peut-être des fois où les personnes l'ont eu en double, mais on a eu le relais aussi de la presse, la radio également. Donc ce sont des partenaires importants pour relayer ce type d'événements. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on ne maîtrise pas les flux. D'une année sur l'autre, on peut être dans les mêmes modalités d'organisation, avoir des différences de fréquentation. Bien entendu. Alors, on va rappeler à nos auditeurs aussi, Regain Coordination, vous en êtes le directeur. Réexpliquez-nous ce que c'est précisément. Alors, Regain Coordination est une association qui a plus de 25 ans d'existence et qui intervient de manière générale sur les personnes en situation de fragilité, voire les personnes en situation de dépendance. Donc, on a à la fois des structures et des dispositifs comme l'accueil de jour, la plateforme de répit, la maison des aidants, où on va intervenir plus sur la personne en perte d'autonomie et aussi leurs proches. Et à côté de ça, on a aussi des dispositifs d'évaluation des besoins des personnes. Alors, avec Eval 47, on est plus sur des personnes en situation de fragilité et avec le dispositif d'appui à la coordination de Lot-et-Garonne, on est plus sur la coordination et la sécurisation des parcours de santé complexes. On le sait, parcours de santé, des fois c'est un petit peu difficile en Lot-et-Garonne avec la désertification médicale. On a des difficultés à avoir un médecin. Est-ce que concernant le troisième âge, c'est la même chose, c'est aussi compliqué en Lot-et-Garonne, il y a aussi des difficultés? Oui, complètement. On est sur des situations qui sont même exacerbées parce qu'en fait, on est souvent sur des personnes polypathologiques qui sont éloignées du soin, qui n'ont plus accès à un médecin et du coup, on a des ruptures de parcours qui sont accélérées. Donc, certains partenaires essayent de trouver des solutions. Là, vous avez l'exemple d'un médicobus justement sur le forum qui, sur des journées spécifiques, va dans certaines communes rurales pour faciliter l'accès à la ressource médicale pour ceux qui n'en ont pas. Mais la grande difficulté, c'est de trouver des médecins traitants. Entre désertification médicale et problème de mobilité au niveau du troisième âge, c'est vrai que ça peut être vraiment très compliqué parce que c'est un problème aussi la mobilité en zone rurale. Oui, complètement, c'est notre quotidien, les ruptures de parcours générées à la fois par la carence d'un professionnel de santé ou autre et les problèmes de mobilité, c'est des constats qu'on fait tous les jours. Et donc c'est assez difficile justement parce qu'on a à la fois des personnes qui sont éloignées du soin mais parce qu'ils sont dans le refus, mais on en a d'autres qui sont pas du tout dans le refus, mais pour autant ils ont des difficultés d'accès par rapport à la carence de ressources. Alors on va essayer de trouver du positif quand même, il y en a, ne serait-ce qu'en voyant le nombre d'exposants aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de structures en Lot-et-Garonne, on peut facilement se tourner, appeler à l'aide en Lot-et-Garonne. Oui, complètement, on a quand même beaucoup de partenaires, on a des ressources très fiables sur le territoire. L'objectif c'est d'aller chercher la bonne réponse auprès du bon interlocuteur. C'est toujours un petit peu plus délicat parce qu'on a toujours tendance à rajouter un petit peu des couches de lasagne
Donc c'est vrai que c'est parfois difficile de s'y retrouver, mais on a des structures en tout cas comme les nôtres qui sont là aussi pour aiguiller vers la bonne ressource. Stéphane Raillot, une 3e édition pour cette journée au village du bien vieillir en 2027, c'est à prévoir ? Si ça tenait qu'à moi, j'aurais tendance à dire que oui, on va faire déjà le bilan de cette 2e édition. C'est quelque chose qui est très chronophage et qui aussi dépend du soutien financier de la part de certains de nos partenaires. J'espère qu'on arrivera à démontrer de l'utilité en tout cas de cette journée. Il me tarde de pouvoir exploiter les questionnaires et voir finalement si cette journée va avoir une incidence sur la vie de tous les jours de nos visiteurs. Et une dernière question, si on souhaite en savoir plus sur Regain Coordination, est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur Internet ? Oui, sur le site www.regain-coordination.fr, vous avez les éléments et après sur le site vous avez service par service aussi la possibilité de nous solliciter. Merci beaucoup Stéphane Raillot. Donc je le rappelle, vous êtes directeur de Regain Coordination et on vous a rencontré ce 9 juin à la journée au village du bien vieillir à Agen Agora. Merci à vous. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Et on continue à se balader au cœur de la journée au village du bien vieillir à Agen Agora ce mardi 9 juin. Et je suis maintenant dans un camion qui s'appelle, je ne sais pas si on peut dire camionnette, qui s'appelle le Médicobus en tout cas. Et j'ai avec moi 2 personnes, Adeline Bordas-Montgruet qui est diététicienne et Alexia Labonne qui est coordinatrice de la CPTS du Grand Agenais. Alors on va commencer par expliquer ce qu'est justement le CPTS du Grand Agenais. Je vous donne la parole, Alexia. Donc la CPTS, c'est une communauté de professionnels de santé libéraux qui se regroupent sur un territoire pour mener des projets de santé, d'accès aux soins, de parcours de soins et de prévention. Et donc la CPTS du Grand Agenais a répondu à un appel à projet pour développer une équipe mobile à bord d'un médicobus pour faire accéder aux soins les personnes les plus éloignées du soin. Donc ce médicobus dans lequel on est, c'est le seul que l'on va retrouver dans le département ? Alors la CPTS du Grand Agenais a candidaté auprès de l'ARS pour avoir un financement médicobus, mais effectivement ce médicobus est partagé sur tout le département, donc c'est le seul, mais il est partagé et donc il ne sera pas que sur le Grand Agenais, il fait aussi déjà du gynécobus sur le secteur Miramont-de-Guyenne, Duras avec la CPTS Val de Guyenne, et il y aura également des rendez-vous médicaux à partir de la rentrée sur ce secteur-là. Alors justement, comment sont faits les plannings, le tour du médicobus, c'est les communes qui appellent, enfin comment ça se passe ? Alors, on croise les données des pourcentages des personnes sans médecin traitant que nous donne la sécurité sociale et effectivement les candidatures des communes qui souhaitent que nous passions dans leur commune. Donc aujourd'hui, on est allé sur à peu près 7 ou 8 communes de l'agglomération d'Agen et ça sera 4 ou 5 sur Val de Guyenne. Et on fait en sorte de revenir au moins tous les 3 mois sur chaque commune pour que les personnes puissent revoir le médecin si elles n'ont pas trouvé de médecin traitant entre-temps. C'est justement ce que j'allais vous demander. Est-ce que le médicobus, ça peut aussi permettre d'avoir un médecin traitant au sein même du médicobus ? Alors aujourd'hui, on n'a pas de structure dédiée. On est en train d'évoluer vers un centre de santé peut-être où le médecin pourra être déclaré médecin traitant. Donc on ne peut pas être déclaré médecin traitant, mais dans tous les cas, le médecin peut revoir la personne. Il y a une coordination médicale et un suivi. Donc on peut considérer qu'on est médecin traitant même si on n'est pas déclaré médecin traitant référent. Donc à chaque fois, dans le médicobus, il y a un médecin et il y a d'autres personnes également ? Alors sur les tournées de consultation médicale, il y a effectivement le médecin à bord pour faire les consultations et il y a une infirmière en amont qui fait tout le volet administratif et pré-consultation pour faire un point sur les dépistages, sur les vaccinations. Et après on fait d'autres journées, c'est des journées prévention et là on a d'autres professionnels de santé qui viennent, des diététiciennes, des kinés, des sages-femmes, des infirmières, voilà, on
peut faire d'autres journées avec pluridisciplinaires pour faire de la prévention, diabète, cardiovasculaire, activité physique, voilà. On fait plusieurs actions et on fait également de la téléexpertise ou du dépistage dermato. D'accord, très bien. Et si on souhaite en savoir plus, connaître aussi où est le médicobus prochainement, on peut consulter le planning ou les dates sur Internet ? Oui, on a un site Médicobus 47. Tout simplement. D'accord, très bien, merci. On va justement donner la parole à Adeline Bordas-Mongruet, donc qui est diététicienne. Donc ce médicobus, quelquefois, c'est aussi votre cabinet de travail ? Alors, on est souvent en accompagnement des gens qui attendent la consultation dans le médicobus et avec les autres professionnels de santé, on va faire de la sensibilisation, de la prévention primaire à l'extérieur du bus sur un sujet. Donc, quand c'est les maladies cardiovasculaires, on va parler de l'alimentation, des apports en gras, du sel, de l'hypertension. On a aussi fait une action pour arrêter de fumer. Donc, en effet, c'est pas tout à fait des consultations dédiées, c'est plutôt de la prévention pour un public plus large. Mais quand les gens ont des questions particulières, on s'isole et on les aide à traiter ces sujets. Donc ça veut dire si c'est en dehors du médicobus, vous êtes installé où ? Vous êtes sur la place du village ? Oui, exactement. Il y a un petit auvent sous le médicobus et puis on fait un village de santé où les gens comme ça, comme ils ont des rendez-vous, ils peuvent patienter tout en s'occupant de leur santé et donc c'est un double bénéfice. Et pour vous, au niveau de votre métier, ce sont des journées particulières justement ? C'est quelque chose que vous appréciez ? Ça fait vraiment partie du rôle du métier de santé parce que quand les gens viennent au cabinet, ils ont a priori déjà une pathologie ou un souci de santé. Et là, il y a aussi des gens qui viennent juste pour voir où ils en sont, mais qui ne sont pas diagnostiqués. Donc on peut faire et de la prévention primaire, donc vraiment apporter des messages au plus grand nombre. Il y a même des gens qui n'ont pas de rendez-vous dans le bus, mais qui voient le devant du bus et qui du coup viennent poser des questions. Donc c'est super de pouvoir agir de manière préventive, ce qu'on a assez peu la capacité de faire en France. Sur un événement comme celui-ci, journée au village du bien vieillir, qu'est-ce que vous avez fait ? Quelle a été cette journée ? Vous avez fait de la prévention aussi pour la nutrition ? Alors de la même manière, il y a des gens qui viennent, on a beaucoup de jeux et beaucoup d'outils pour apprendre, avoir un peu une culture alimentaire. Donc il y a des gens qui n'ont pas de pathologie et qu'on fait jouer sur la teneur en sel des aliments, qu'est-ce que c'est un repas vraiment équilibré. On va vraiment essayer de déconstruire toutes les injonctions alimentaires tellement présente dans notre société actuelle. Et puis après, on va vraiment être plus sur la thématique de la journée. Et donc, on va avoir des gens qui souffrent de diabète, de maladies cardiovasculaires. On va être vigilant sur l'hydratation, qui va être un grand sujet dans les semaines qui arrivent. Et sur la dénutrition, qui touche aussi beaucoup les personnes âgées. Donc, bien vérifier qu'ils mangent suffisamment. Parce que justement, alors peut-être enlevez-moi mes a priori, mais pour moi, les personnes seniors savent beaucoup mieux manger que nous aujourd'hui. Ils n'ont pas eu les fast-foods, ils n'ont pas eu toute cette alimentation rapide qu'on a à proximité. Ils sont plus habitués à cuisiner, à avoir leur potager. Et donc pour moi, ils ont moins de problèmes, moins de besoins de diététicienne. Est-ce que je me trompe ? Alors non, c'est vrai qu'il y a une utilisation beaucoup moins importante de produits transformés, ce qui ça est du coup très très intéressant en termes de santé. Par contre, c'est pas si simple de savoir quelle est la quantité de sel qu'on consomme par exemple. Et donc sur quelqu'un qui a de l'hypertension, il y a tellement de sel caché que là on a un jeu avec des petits éléments magnétiques. Du coup c'est très ludique et le but du jeu c'est pas du tout de culpabiliser les gens, mais de se rendre compte que parfois c'est juste de la culture alimentaire et qu'on peut améliorer les choses sans faire des efforts considérables. C'est aussi adapter son alimentation par rapport à sa santé telle qu'elle est avec l'âge de la personne. Oui, et avec son vécu, parce qu'aujourd'hui, les préconisations alimentaires, elles sont pour une tranche d'âge, alors que vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui peut avoir perdu un conjoint, parce que ça arrive quand on avance dans l'âge, qui du coup ne se nourrit pas assez. Et donc là, l'idée, ça va pas être de dire il faudrait X kilocalories à votre âge, mais plutôt, vu que vous avez très peu envie de manger, comment est-ce qu'on va enrichir ce que vous mangez ? Est-ce que dans ce potage, on peut mettre un peu de fromage râpé, un peu de jambon ? Ça va bien sûr dépendre si la personne a d'autres pathologies, mais l'idée, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter les gens et puis d'adapter les préconisations de santé au vécu de la personne que vous avez en face de vous. Cuisiner seul aussi, c'est quelque chose de compliqué, ça peut être un piège justement. Ouais, complètement, et du coup on peut tout à fait avoir des patients qui nous disent je rentre pas dans la cuisine. Et nous, notre métier, c'est de dire, ok, si vous voulez pas cuisiner, comment est-ce qu'on va se nourrir ? Donc, avec vraiment tout type d'habitudes, des choses qui sont plus rapides, du surgelé, quand je mange très peu, comment est-ce que je vais assurer mon apport en protéines ? Et on arrive L'idée, c'est de faire des petits pas. Si on demande aux gens de faire un truc parfait alors qu'ils en sont
sont très loin, ça va marcher 2 semaines et puis on aura les mêmes problèmes par la suite. Donc il faut vraiment tenir compte de la capacité de changement de la personne et qu'elle sente rapidement des effets positifs pour que ça l'encourage aussi à poursuivre pour sa santé physique et mentale. Très important. Donc voilà, plein de petits conseils déjà en une seule interview, chers auditeurs. Donc d'où l'intérêt d'avoir aussi une diététicienne, d'aller consulter à partir d'un certain âge ou même peut-être tout au long de la vie au final. Pourquoi pas? Oui, vous me faites signe que oui. Donc voilà, c'est noté. Alexia Labonne, justement, ces différents professionnels de santé, vous faites comment pour travailler avec vous? C'est des propositions de partenariat? Enfin, comment ça se passe? Alors, nous avons un financement de la CPAM et de l'ARS. Et donc, c'est une association qui a créé des fiches actions avec les professionnels de santé. Donc, c'est une association qui a été créée avec eux, pour eux et pour les patients. Donc, effectivement, ça permet de regrouper tous les professionnels qui veulent aussi travailler sur la santé publique en dehors de leur cabinet. Donc, aujourd'hui, sur le Grand Agenais, on a 150 adhérents et on regroupe des infirmières, des médecins, des spécialistes, des diététiciennes, des kinés, des orthophonistes, des psychomotriciennes, des pharmaciens, voilà. Donc c'est l'enjeu de travailler tous ensemble autour d'un parcours de soins. Bon, mais en tout cas, merci à toutes les deux d'avoir pris un petit moment à cette journée du village du bien vieillir à Agen Agora. Je vous laisse bien continuer les rencontres. Merci encore. Merci. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Et on continue les rencontres à la journée du village du bien vieillir à Agen Agora ce mardi 9 juin. Et je suis maintenant en compagnie de Pauline Ramirez. Elle est animatrice de la conciergerie d'ici. Alors tout simplement, on a tout de suite envie de savoir qu'est-ce que c'est la conciergerie d'ici. Bonjour, la conciergerie d'ici, c'est une plateforme téléphonique gratuite de conseils et d'orientation. Donc on aide les personnes qui nous sollicitent par téléphone à trouver des réponses de proximité à leurs besoins. Donc ça peut être un petit peu tous les besoins, de l'aide à la mobilité administrative, des petits bricolages par exemple, un petit peu tout auquel on peut penser dans le cadre notamment du maintien à domicile. D'accord, donc si on a besoin, on appelle, il y a des horaires quand même pour téléphoner. Oui, alors on a des horaires de bureau assez classiques, donc c'est du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h. Voilà, je peux donner le numéro de téléphone. Et donc le numéro de téléphone c'est le 05 53 67 78 42. Voilà, donc n'hésitez pas. Et donc il y a aussi un site internet, c'est ça ? Oui, tout à fait, où il y a un formulaire de contact où vous pouvez aussi nous contacter. Donc, qu'est-ce que ça peut être, par exemple ? Donnez-moi des exemples pour lesquels on peut vous appeler. Là, en ce moment, avec la saison qui a commencé, je suis beaucoup sollicitée pour le jardinage. Après, ça peut être aussi pour la mobilité. C'est vrai que la mobilité en milieu rural pour les personnes âgées, ça peut être quelque chose qui est très difficile. Donc, j'essaie de mettre en relation entre les différentes structures qui peuvent aider justement à dépanner pour pouvoir aller à son rendez-vous médical, aller faire les courses quand les aidants ne sont pas disponibles, etc. Donc vous avez quels sont vos outils pour répondre à toutes ces questions ? Alors j'alimente quasiment quotidiennement un répertoire de ressources. J'essaie d'avoir un maillage le plus fin possible sur le territoire. Donc je référence des services par le biais d'une charte de qualité. Mes partenaires doivent signer cette charte pour pouvoir rentrer dans ce référencement et bénéficier de ma communication gratuite vers leurs services. Et par cette charte, ils s'engagent dans les valeurs sociales et solidaires de la conciergerie et aussi apprennent qu'il y a un suivi derrière et que j'appelle mes bénéficiaires pour savoir si l'intervention s'est bien passée. Donc ça fait à peu près combien de partenaires, combien de contacts ? Là aujourd'hui j'en ai 800. D'accord, donc entre les deux départements, Lot-et-Garonne et Dordogne. Oui, c'est ça, oui. D'accord, très bien. Vous avez dit que vous étiez aussi animatrice, donc est-ce que vous organisez aussi des événements particuliers d'information pour la conciergerie d'ici ? Non, le statut d'animatrice est plutôt dans le cadre du développement du service plutôt qu'en termes d'événements physiques. Donc votre présence ici aujourd'hui, ça s'est passé comment ? Est-ce que les visiteurs connaissaient déjà ou est-ce que pour l'instant c'est vraiment une découverte ? Une partie connaissait
connaissait déjà parce qu'on fait partie de la MSA Service du même titre que l'association Présence Verte, qui est bien connue en Lot-et-Garonne pour la téléassistance. Et cette Présence Verte ne manque pas souvent de parler de nous à leurs abonnés. Donc on bénéficie déjà de cette couverture-là. Mais oui, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont pu avoir le plaisir de découvrir ce service qui est novateur et qui rend service pour le coup, vraiment. C'est la deuxième édition de cet événement. Est-ce qu'au fil de l'année, vous exposez régulièrement à des événements comme celui-ci, ou ça n'existe pas encore beaucoup pour le bien vieillir, pour les seniors ? C'est la deuxième fois. J'étais déjà à la première édition et effectivement, je trouve que il y a de plus en plus. En Dordogne, par exemple, il y a la Semaine Bleue qui revient tous les ans. Je crois qu'il y a aussi l'équivalent en Lot-et-Garonne. Là aussi, avec l'aide aux aidants qui a pris aussi beaucoup de place dans le milieu du social. On a eu j'ai participé à beaucoup de forums aussi autour de l'aidance. D'accord. Donc, quand on a des questions, quand on a besoin d'un service en particulier et qu'on ne sait pas trop vers qui se diriger, on peut vous contacter, vous, donc conciergerie d'ici, et vous êtes en mesure de donner les informations. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Pauline Ramirez. Donc, je le rappelle à nos auditeurs, le numéro de téléphone de la conciergerie d'ici, c'est le 05 53 67 78 42. Merci. Au village du Bien Vieillir à Agen Agora ce mardi 9 juin, il y avait aussi Solia. D'ailleurs, pour en parler, je suis avec Erin Godin qui est chargée d'opération. On va présenter à nos auditeurs Solia. Qu'est-ce que c'est ? Alors Solia, bonjour à tous. Solia, c'est une structure associative en fait qui accompagne les personnes qui souhaitent faire des rénovations dans leur logement, donc qu'ils soient propriétaires, occupants, propriétaires bailleurs. Il existe des aides qui sont subventionnées par l'ANA, donc l'État, sur plusieurs thématiques, donc l'amélioration énergétique, l'adaptation du logement, le maintien à domicile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc c'est pour présenter plus particulièrement cette thématique de l'adaptation du logement, des travaux plus lourds ou des travaux de rénovation sur les logements locatifs. Voilà, donc nous on est là en fait pour proposer un accompagnement technique et administratif aux personnes qui souhaitent bénéficier de ces subventions. Donc comment ça fonctionne ? Il faut, pour venir vous voir et voir si on peut adapter son logement à sa santé, à sa mobilité. Comment ça se passe ? Il faut avoir l'accord de, la MDPH, une autre structure. Comment ça se passe ? Alors pas du tout. Les personnes elles peuvent directement nous appeler et nous expliquer leurs besoins. En rénovation, en adaptation, et nous ensuite on voit avec elles si elles sont éligibles, si elles rentrent dans les critères en fait de l'ANA, donc c'est des critères de ressources, des critères d'âge et de mobilité, et si elles rentrent dans tous ces critères-là, nous ensuite on les accompagne sur le montage des dossiers, donc en lien parfois avec les collectivités dont elles dépendent. Donc j'imagine, montage de dossier, il y a une grosse partie administrative, des devis sur les travaux, etc. Et il y a aussi une visite du domicile ? Oui, tout à fait. En fait, c'est par là qu'on commence. On va faire un état des lieux, un diagnostic du domicile pour évaluer un peu le besoin dans son ensemble. Même si la personne elle arrive et qu'elle nous dit qu'elle a un besoin, par exemple, sur sa salle de bain, nous, on va quand même regarder l'ensemble du logement pour vérifier si elle n'a pas besoin de barres de maintien, si elle a des petites marches entre deux pièces, si elle a besoin de lumière dans son couloir, de lumière automatique, de volets roulants, etc. Et ensuite, nous, on va lui transmettre ce diagnostic et on va l'aiguiller sur les travaux qui sont nécessaires pour son autonomie, son maintien dans le domicile. Et après, bien sûr, c'est elle qui est la décisionnaire finale sur les travaux qu'elle va réaliser. J'ai une petite question du coup, parce que vous avez fait des études de quoi pour faire ce métier ? Vous avez des notions d'architecture ? Comment ça se passe ? Alors pas du tout, moi je suis chargée d'opération, donc je suis pas du tout sur les diagnostics auprès des gens. Donc ce sont mes collègues les techniciens qui eux, effectivement ont des formations dans ce domaine-là. Moi j'ai fait des études en économie sociale et solidaire, mais plutôt sur de la gestion de projet. D'accord, très bien. Non, mais c'était important parce que ça me trottait dans la tête. Aujourd'hui, vous êtes installés, vous avez le camion, on a même une maison en carton avec tous les meubles et tout. On va presque avoir envie de jouer à la poupée. Expliquez-nous déjà le camion.
Pourquoi ce camion ? Alors l'idée du camion, c'est de montrer de manière concrète les travaux d'adaptation qui peuvent être réalisés dans le logement. Donc c'est une maison sur roues en fait. À l'intérieur, on a une salle de bain aménagée, une cuisine aménagée. Et l'idée c'est que les personnes vraiment elles se rendent compte en fait de comment elles peuvent aménager leur environnement pour être en autonomie chez elles. Et donc ça nous permet aussi parce que il prend de la place ce camion, donc ça nous permet d'être visible sur les salons et ça intrigue un peu les gens aussi, donc ils viennent nous voir pour nous demander qui on est, ce qu'on fait, etc. Et c'est une approche aussi pour leur parler des aides à la rénovation et à l'adaptation du logement. Quand il y a une aide, on peut avoir cette aide une seule fois. Enfin, comment ça se passe ? Oui, tout à fait. C'est une seule fois tous les 5 ans. Tous les 5 ans, les gens peuvent monter un dossier ANA, effectivement. Après, sur les aides, notamment aux travaux de rénovation énergétique, il y a un plafond de travaux. Et si la personne, elle va pas au plafond, elle peut faire les travaux en 2 fois. Donc là, elle n'aura pas besoin d'attendre 5 ans. Donc on a parlé du camion. Ce plan en carton, à quoi sert-il aujourd'hui ? En fait, c'est une maquette qui a été réalisée par Solia, pour Solia. Ça s'appelle Mon logement et moi. Donc elle représente une maison, les différentes pièces de la maison, et les participants vont être invités à se déplacer dans cette maison, dans chaque pièce, et on va leur poser des questions en fait en lien avec leur quotidien et en lien avec différentes thématiques. Donc vous allez avoir la thématique de l'environnement, de la santé, de l'autonomie, des droits et des devoirs du locataire. Voilà, selon la thématique, il y a un petit dé, en fait, on les invite à lancer un dé, selon la thématique sur laquelle ils tombent et la pièce dans laquelle ils se trouvent, on va leur poser des questions. Et en fait, le but, c'est vraiment qu'ils puissent s'interroger sur les aménagements qu'ils peuvent faire au quotidien chez eux, sur ces différentes thématiques. D'accord. Et les personnes se rendent compte rapidement qu'il y a certaines choses qui les gênent dans leur habitation, dans leur confort par rapport à leur état de santé sur l'instant présent, où il y a des fois c'est justement en découvrant en fait avec une barre ça serait plus facile ou des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a des fois on est pris dans le quotidien et on se rend pas compte qu'en fait on pourrait avoir besoin d'aide. Oui, effectivement, la porte d'entrée notamment sur l'autonomie, j'en parle parce qu'on est là pour ça aujourd'hui. Elles viennent surtout nous voir pour les douches, l'aménagement de leur salle de bain. Et en fait, en discutant avec elles, se disent oui, finalement, une barre de maintien, ça peut être intéressant, etc. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on est là aussi pour les aiguiller et pour les accompagner sur l'intégralité de leur logement. Et effectivement, sur cette maquette-là, elles nous disent oui, finalement, parce que les questions, elles vont plutôt tendre vers, par exemple, des choses très concrètes du quotidien. Notamment, j'ai des problèmes pour me lever du lit. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je change mon lit ? Est-ce que je le rehausse ? Est-ce que je rajoute des barres, etc. Et c'est là où elles vont se dire, finalement, elles vont l'appliquer en fait à leur quotidien chez elles, ces problématiques-là. Ces installations, ces réaménagements, ça permet aussi de retarder l'aide à domicile ? Je pense que c'est complémentaire. C'est vrai qu'on insiste souvent en disant qu'il faut faire de la prévention, qu'il ne faut pas faire les travaux dans l'urgence, parce qu'il y a quand même des délais pour monter les dossiers. Et l'idée, c'est que les personnes elles prennent le temps aussi de réfléchir à vraiment quels sont leurs besoins, comment elles vont adapter, quels artisans elles vont solliciter, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est assez important, c'est d'être dans la prévention, se dire aujourd'hui, j'en ai pas besoin, mais dans 5 ans, 10 ans, peut-être que j'en aurai besoin. Et donc, si c'est fait aujourd'hui, c'est très bien. Mais alors, les aides à domicile, je pense qu'elles sont vraiment complémentaires avec les travaux d'aménagement qui vont être faits, parce que les personnes elles peuvent les utiliser dans leur quotidien, mais elles peuvent aussi se faire aider par des soignants ou des aides à domicile, etc. Sur l'utilisation de ces aménagements. Donc l'un ne va pas sans l'autre, on va dire, en tout cas à un certain stade de la vie des gens. Donc quand on prend contact avec Solia, en général jusqu'à la clôture du dossier ou au début des travaux, quels sont les délais à peu près ? On va donc donner la parole maintenant à Tiffaine Brunet. Bonjour, alors concernant les délais, ils sont très variables parce que à partir du moment où on a le premier contact avec les personnes, on leur demande de nous fournir plusieurs documents. Donc déjà le premier délai, ça va être le temps qu'ils vont nous mettre à nous envoyer tous les documents. Une fois qu'on a tous les documents, on va mettre le dossier en programmation visite, ce qui prend à peu près 1 mois pour que l'on vienne. Après la visite du technicien, il effectue un rapport de sa visite et ensuite on dépose le dossier auprès de l'ANA, donc les services de l'État. Et le délai d'accord entre le moment où on a déposé le dossier est de environ 1 à 3 mois. Et ensuite, là, pareil, tout va dépendre des artisans qui ont été choisis, est-ce qu'ils viennent rapidement ou pas faire les travaux. Et une fois que les travaux sont entièrement terminés, on a un délai de 15 jours environ pour venir effectuer la visite de contrôle et déposer la demande de paiement auprès de l'ANA, qui, elle, prend à peu près 1 mois à être payée.
D'accord, très bien. Donc merci beaucoup pour ces explications. Comme ça, on sait. Si on souhaite avoir plus d'informations sur Solia, est-ce qu'on peut les retrouver sur Internet ? Je redonne la parole à Aérine Godin. Oui, bien sûr. Alors, on est présent sur Internet, donc on a un site Internet. Les personnes peuvent taper directement Solia Lot-et-Garonne et puis elles arrivent sur notre site. On a un formulaire de contact où elles peuvent nous contacter. Elles peuvent nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou sur LinkedIn. Donc c'est Solia Terre-Océan. Attention, on est mutualisé avec la structure de la Gironde et du Limousin. D'accord, très bien. Et donc pour rappel à nos auditeurs, c'est Solia comme solidaire et habitat, donc S-O-L-I-H-A. C'est bien ça. Oui, tout à fait, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous et pour nos auditeurs. Merci à Tiffaine et merci à Aérine Godin, donc chargée d'opération chez Solia, pour ces explications. Merci à vous. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Présenté par Aurélie Véron.